La triste ironie du sort, c'est que Sciences Po a tout fait pour ressembler à Harvard et aujourd'hui, tragiquement, au moment où ça n'avait plus grand intérêt, a réussi à lui ressembler. Depuis des jours, des étudiants de Sciences Po manifestent devant leur établissement en faveur des Palestiniens, au point que l'école a été fermée ce vendredi. Il se passe le même phénomène sur le campus de l'Université de Columbia. Selon vous, assiste-t-on à une américanisation des campus français? Dans la série The Young Pope, il y a une réplique assez intéressante de la part du personnage principal, incarné par Jude Law, qui est pape, où il dit à une de ses conseillères en communication « Vous parlez de Harvard, mais pour les Américains, Harvard ne signifie qu'une seule chose, le déclin. » La triste ironie du sort, c'est que Sciences Po a tout fait pour ressembler à Harvard et aujourd'hui, tragiquement, au moment où ça n'avait plus grand intérêt, a réussi à lui ressembler. Sciences Po, au niveau de la direction et de ses étudiants, ont quand même, encore aujourd'hui, une volonté de copier à certains égards le modèle américain, notamment dans le fait, là récemment, de renommer ce qui a toujours été nommé une assemblée générale, un town hall, donc de reprendre le terme américain, pour se mettre symboliquement dans le même giron. À certains égards, on assiste bien à une américanisation des campus français, notamment le mouvement woke et, en tout cas dans sa forme récente, clairement américain, a traversé l'Atlantique pour arriver en France. Un certain nombre d'ailleurs de concepts ne sont même plus traduits. On peut penser au concept de male gaze, concept de manspreading, de mansplaining, etc. Tout ça, ce sont des concepts anglais, en tout cas anglo-saxons, ce qui est très objectivement une américanisation ou une anglo-saxonisation des débats français. À l'inverse, le gauchisme étudiant contestataire, qui est formidablement bien analysé par le sociologue Jean-Pierre Le Goff, démontre que la protestation étudiante n'est pas à proprement parler un phénomène américain. Le gauchiste étudiant est une figure politique formidablement bien ancrée et institutionnalisée dans nos imaginaires. Certaines de ces thématiques étaient tout de même déjà présentes au sein d'une large part du progressisme français depuis de nombreuses décennies. On peut songer à SOS Racisme, qui, comme le décrivait très bien le sociologue Paul Yonnet dans Voyage au centre du malaise français, était dans une forme de re-racialisation positive ou dite positive des dominés, et non pas une neutralité raciale. C'est-à-dire que c'était pas « on ne voit pas les couleurs », donc la position universaliste, colorblind, etc. C'était une re-racialisation dite positive des dominés et, à l'inverse, une re-racialisation négative des blancs dans une volonté de rééquilibrage, sauf que, comme aux États-Unis, une fois que on se rapprochait du rééquilibrage, c'est ce moment précisément où l'antiracisme n'a pas ralenti, mais au contraire accéléré. Mais quel rapport y a-t-il entre le mouvement woke et la défense de la cause palestinienne? Sur le papier, en théorie, la question du conflit israélo-palestinien d'un côté et la question de l'idéologie woke de l'autre sont des sujets distincts. Cependant, dans les faits, 9 fois sur 10, c'est les mêmes militants qui épousent la cause palestinienne et qui, de l'autre côté, épousent l'idéologie woke. Un terme qui revient souvent, c'est le terme de colon, qui est mobilisé à la fois pour décrire le juif en Israël et le français chez lui. Ce terme a une utilité stratégique profonde qui est, lorsque vous expliquez que votre ennemi idéologique est tout-puissant, ça vous donne non seulement le droit, mais peut-être même le devoir de tout faire pour, entre guillemets, résister. Si votre adversaire est dépeint comme étant Goliath, alors en tant que David, vous avez le droit de le lapider. Et c'est à ça que sert le terme de colon. C'est ce qui vient donner un vernis moral et une légitimité profonde à la notion de décolonisation qui, comme on l'a vu le 7 octobre, n'a pas prévu d'en rester au stade de la métaphore académique, d'où toute la polémique qu'il y avait eu il y a quelques semaines sur la question de qualifier ou non le Hamas de mouvement de résistance. Le mot résistance dans ce logiciel-là, qui forcément s'adapte à l'imaginaire français, est un mot éminemment connoté moralement comme étant formidable en soi, et donc il faut être du côté des résistants, des dissidents, des contestataires, même lorsqu'on est étudiant à Sciences Po, face à l'hydre, face au monstre tout-puissant, face à Israël, face au système du racisme systémique français et occidental, pour avoir une forme de légitimité dans son action. Comment sommes-nous arrivés à ce racisme au sein des mouvements étudiants de gauche? Une grosse part de la gauche a accepté en son sein, il y a maintenant plusieurs décennies, et pas simplement 5 à 10 ans, un certain nombre de bombes à retardement idéologique, parmi lesquelles la fascination pour la figure de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire tout ce qui a, in fine, l'avantage de ne pas être comme nous. Ça peut être sur la question du genre, par exemple, avec le mouvement queer, du propre aveu des théoriciens du mouvement queer, n'a pas de définition positive. C'est simplement une opposition à ce qui est dans le domaine des mœurs et du domaine de la sexualité
légitime, normal, dominant à un instant T. C'est une fascination pour la figure du non-blanc d'un point de vue racial, c'est une fascination, c'est un peu l'idée en creux dans l'œuvre de Michel Foucault, pour la figure de l'exclu, qui aujourd'hui s'est concrétisée sur la figure du Palestinien. Écrire l'autre avec un grand A, passer un certain stade, ça nous fait sortir d'une simple, je dirais, ouverture d'esprit et d'une simple critique du tribalisme en politique, à une haine de soi qui fait qu'on se met à sacraliser tout ce qui n'est pas nous, ce qui est forcément intenable dans la durée, parce que c'est une communauté qui passe son temps à s'évider de l'intérieur et à chercher à se dissoudre. Une autre des bombes à retardement idéologique que la gauche a accepté en son sein, c'est une fascination d'un côté pour la transgression, pour la subversion, pour la révolution, qui est une vieille idée à gauche, et également une fascination pour le jeunisme. Le jeunisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que les jeunes, surtout lorsqu'ils accablent les générations d'au-dessus, ont forcément raison. Pousser dans la durée ces mêmes principes, les transgresseurs seront forcément transgressés, ceux qui ont subverti seront forcément subvertis à leur tour, et les révolutionnaires seront renversés. Et c'est ce qui a eu lieu au sein de la gauche, où la génération des baby-boomers qui ont fait 68 se sont retrouvés annulés à leur tour par la génération d'après. Les 68ards avaient scandé le slogan « Papa pu », et là, les jeunes, aujourd'hui, scandent le slogan « OK boomer », sans comprendre que dans le fond, il n'y a rien de plus boomer que le slogan « OK boomer ». C'est l'annulation qui, à gauche, a remplacé d'une certaine façon la notion de filiation. De la même façon pour le jeunisme, si vous dites, lorsque vous avez 20 ans, en 68, les jeunes ont toujours raison par principe, et qu'ensuite vous avez 55 ans de plus, et que vous tombez sur des jeunes qui vous disent les jeunes ont toujours raison, et donc vous, en tant que personne de 75 ans, en tant que vieux, avez forcément tort. Si vous avez sacralisé la transgression, sur quel terrain pouvez-vous vous plaindre d'une transgression à venir de vos principes? Mais au fond, pourquoi est-ce problématique que les campus français s'américanisent? Un des problèmes que peut poser l'américanisation, c'est que la France a toujours été un pays du pas de côté, d'une sortie du manichéisme, d'une troisième voie, du non-alignement face aux grandes puissances américaines et russes. Et à l'inverse, les États-Unis ont toujours été un pays formidable par ailleurs, mais du manichéisme, du binaire, de la guerre des étoiles avec le camp du bien, le camp du mal. Et là-dessus, je pense que c'est une sursimplification de l'âme humaine, de la politique, qui vient avec cette américanisation-là. On est incapable de penser encore la fameuse phrase de Solzhenitsyn sur le fait que la ligne de partage entre le bien et le mal, en réalité, traverse le cœur de chaque homme, et ne traverse pas la Russie d'un côté et l'Amérique de l'autre. On perd en nuance en s'américanisant, on perd en fierté de nous-mêmes en s'américanisant, parce que s'il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui sont capables d'être un modèle culturel que les autres nations cherchent à imiter, eh bien à ce moment-là, nous sommes que des wagons accrochés à un train qui va dans une certaine direction. La seule question, c'est à quel moment est-ce qu'on va atteindre le stade culturel des États-Unis, et non pas sommes-nous capables de proposer un autre modèle alternatif. Et je pense que c'est une des questions déterminantes de ce point de vue-là.